Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envie de lecture, Nathalie de Wolf. Bonjour. Patrice Carmouze, bonjour. Alors on va parler du Goncourt avec un membre éminent de cette académie qui est Pierre Assouline. Pierre Assouline, bonjour. Bonjour Patrice. Alors je vous présente rapidement, vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, vous êtes romancier, on vous doit de grandes biographies, dont par exemple celle de Simenon ou d'Hergé. Votre dernier livre publié, Tu seras un homme, mon fils, c'est d'ailleurs une sorte de biographie, même s'il est un peu romancé, de Kipling. Et puis vous avez aussi écrit beaucoup de livres historiques, souvent consacrés à la période de la Deuxième Guerre mondiale, comme Sigmaringen ou comme Lutetia, et puis des romans comme Double Vie et le dernier en date, Retour à Séphérade. Alors vous êtes aussi un des meilleurs connaisseurs de la littérature, et dans votre fameux blog que je recommande à tout le monde, la République des livres, vous donnez vos coups de cœur, parfois vos coups de griffe, et puis enfin vous êtes un membre éminent de l'Académie Goncourt, vous siégez au 10e couvert, puisqu'on ne parle pas de siège mais de couvert, même si confinement oblige, cette année le repas de chez Drouin a été remplacé par un coup de jeûne avec un accent. Alors on va parler évidemment du Goncourt, c'est donc Hervé Le Tellier qu'il a eu, tout le monde le sait, pour l'Anomalie. Le Tellier était favori, on dit souvent que la position de favori n'est pas bonne, qu'au dernier moment le favori ne gagne pas. Pourquoi ? Parce que les jurés font des petits coups comme ça en douce pour ne pas faire plaisir aux journalistes qui ont créé ce favori ? Non, en fait, les jurés font en sorte de se mettre à l'abri de la rumeur, des critiques, des journalistes. Ça ne leur importe pas. D'ailleurs, pour tout vous dire, je dois être un des rares à connaître l'avis des critiques et des confrères, puisque je sais qu'il y a plusieurs membres du jury qui ne lisent pas ce qui se dit autour des livres en question, et surtout à l'approche du grand jour. Donc ils ne sont pas sous influence, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils se fient à leur propre jugement critique, et c'est ça qui importe. Nathalie, alors on va parler de l'Anomalie. Oui, on va parler de l'Anomalie. Bonjour Pierre Assouline. Bonjour. Eh bien, donc c'est un roman qui se situe en juin 2021 et on va retrouver les passagers d'un vol Paris-New York mis en danger par sa rencontre avec un cumulonimbus. Et on va suivre dans ce grand numéro de voltige littéraire divers personnages. Alors on rencontre un tueur à gages, un rappeur, un architecte, une monteuse, et tout ça sous le regard de Victor Misel, qui est un écrivain parvenu au succès avec son 7e roman qui s'appelle L'Anomalie. Eh oui. Et oui, donc le fait qu'il y ait un roman dans le roman, les deux portant le même titre, nous dévoile un des thèmes de ce livre, un des thèmes majeurs, c'est celui du double, n'est-ce pas Pierre Assouline ? Celui du double, oui. Alors le problème avec ce roman, c'est qu'on ne peut pas en dire trop, sous crainte de spoiler, comme on dit en français maintenant, donc de gâcher un peu, parce que c'est un livre qui relève de tous les genres, puisque c'est un mélange de certain nombre de genres. Il y a du suspense, c'est très drôle, il y a des passages vraiment très drôles, et puis il y a de tout. On pourrait même dire qu'il y a un peu un esprit scénaristique, il y a de la mise en scène, il y a des dialogues formidables. Donc c'est un roman, un vrai roman, épique, plein d'imagination. Pour une fois, il n'est pas historique et il ne parle pas de la guerre, parce que depuis un certain nombre d'années c'était le cas, et ce n'est pas de l'autofiction non plus, ce n'est pas du nombrilisme, c'est l'imagination pure. Et ce qui est fantastique avec Hervé Le Tellier, c'est que, en tout cas moi j'ai réagi comme ça, quand au départ on lit les premières pages, il s'agit quand même, et ça on peut le dire, parce que ça débute avec ça, il s'agit quand même d'un pilote d'Air France qui va atterrir à l'aéroport de Kennedy de New York, qui demande l'autorisation d'atterrir, et on lui dit « vous ne pouvez pas atterrir puisque vous avez déjà atterri il y a 3 mois ». Alors il pense que c'est une plaisanterie, il insiste, on lui dit « non, mais votre avion, avec ce numéro de vol en provenance de Paris, a déjà atterri il y a 3 mois avec les mêmes passagers ». Et là, je n'irai pas au-delà, rassurez-vous, mais là, le lecteur qui est aussi romancier, ce qui est mon cas, se dit, il va quand même pas écrire 350 pages en partant d'un tel postulat. Il ne va jamais tenir, parce que c'est tellement abracadabrant que ça ne va pas tenir. Eh bien, on ne le lâche pas. On ne le lâche pas. Quand je dis on, évidemment, ça a été mon cas dès le mois de juillet, à une époque où on ne parlait pas du tout du livre, puisque les jurés Goncourt lisent pendant l'été.
Et ils sont vierges de toute influence puisque les livres sont sur épreuve et ils ne sont pas encore en librairie et même la plupart des critiques ne les ont pas encore lus. Et ils n'en ont pas parlé. Mais ce qui est fantastique, c'est que on est pris par cette histoire, je ne dirais pas surréaliste qui est galvaudée, mais irréelle, parfois absurde, fantastique, et on ne lâche pas jusqu'à la fin. Parce qu'il va se passer énormément de choses. Mais on tient alors que le postulat est inimaginable. Oui, vous dites le irréel, c'est vrai qu'il y a aussi dans le livre beaucoup de thématiques, la question de notre rapport au réel et au virtuel, il y a l'amour aussi, la science. Vous l'avez bien dit, hein, le double, la duplication, l'événement qui s'est déjà déroulé, nous-mêmes, à notre propre niveau, chacun d'entre nous, on a parfois le sentiment de vivre un minuscule événement dans notre vie qu'on a déjà vécu des mois auparavant, avec les mêmes gens, dans la même situation. Ça nous arrive à tous. C'est un phénomène psychologique, hein, tout bête. Mais lui, il en a fait un roman. Donc un roman qui rend heureux, comme l'a dit Didier Descoings. Apparemment. Oui, ça rend heureux. Ça rend heureux. Il se passe avec ce roman quelque chose d'extraordinaire. Il est sorti, je crois, le 23 août. Hein. Il n'y avait pas d'article, rien, et la liste du Goncourt n'était pas encore parue. Et tout de suite, il est apparu dans la liste des meilleures ventes. Et il n'en est jamais sorti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu un engouement, dès le départ, un emballement des premiers lecteurs, des libraires. Une rumeur s'est créée. Or, vous savez que la clé du succès pour un livre, c'est pas du tout la publicité ou les articles. Non, c'est le bouche à oreille. Et donc, il est rentré tout de suite dans des meilleures ventes. Il n'en est jamais sorti, alors que Le Tellier n'est pas un auteur connu. Non. Il est connu que du milieu littéraire, c'est tout. Hein, parce qu'il est président de l'Oulipo. De l'Oulipo, oui, le fameux Oulipo. Ouvroir de littérature potentielle, qui est un petit laboratoire extraordinaire d'écriture, de langage, de littérature. Enfin, qui nous renvoie à Queneau, à Pérec, enfin, des auteurs comme ça. Justement, vous parliez du succès qu'il avait eu. Je crois qu'il s'est vendu à peu près à 30 000 exemplaires avant le prix Goncourt, ce qui n'était pas le cas, en effet, des 3 autres finalistes. Alors, ça pose le problème de ce prix. Enfin, c'est pas un problème grave, mais justement, le Goncourt, ça doit être quand même attribué à un livre qui rencontre un public. Non. Franchement, le livre n'aurait pas... Non, mais encore une fois, vous savez, les membres du jury, ils ne regardent pas tout ça, parce qu'ils ne regardent même pas les listes des meilleures ventes. On était 2 à le faire en permanence, enfin régulièrement, si je dis au passé, parce qu'il n'est plus là, et il a pris ses distances. C'est avec Bernard Pivot, mais pourquoi? Parce qu'on est journaliste, parce qu'on est critique, et que ça nous intéresse, mais on s'est toujours aperçu que les autres ne regardaient même pas tout ça. Donc, ce n'est pas un critère. Le succès d'un livre n'est pas un critère. Mais avec le recul, je trouve que c'est une information intéressante de voir comment ce livre a créé son public au fur et à mesure. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a récompensé, pas du tout. Dans l'histoire du Goncourt, il y a énormément d'exemples de livres d'auteurs inconnus qui ne se vendaient pas et qui ont été récompensés. Non, donc ce n'est pas un critère. D'accord. Alors, c'est un Goncourt un peu particulier, évidemment. Il n'y a pas eu ce fameux déjeuner chez Drouin. Les rites habituels du Goncourt n'ont pas été respectés. Mais en même temps, on a l'impression qu'il y avait une grande impatience du public à savoir qui aurait les prix, à se reprécipiter sur les livres. Est-ce que vous diriez finalement que pendant cette période du confinement, la littérature nous a fait un peu ouvrir les fenêtres et que la lecture n'est plus seulement un plaisir solitaire, mais plutôt un plaisir partagé ? Oui, parce qu'on a assisté à un phénomène intéressant, c'est que d'abord les gens, pendant le premier confinement, ont beaucoup lu, ils ont beaucoup relu, parce qu'ils voulaient être rassurés, ne pas prendre trop de risques avec des nouveautés, et donc ils ont aussi beaucoup lu des classiques. Avec Balzac, avec Stendhal, on sait où on va. Donc, alors qu'avec une nouveauté d'un auteur inconnu, on prend des risques. Ça, c'est la première chose. La deuxième... un phénomène corrobore ce que vous venez de dire, Patrice, c'est que dès que le premier confinement s'est terminé et que les magasins ont été ouverts, les gens se sont précipités chez leurs libraires pour acheter des livres en masse, parce que ça a très bien marché.
et pour exprimer leur fidélité à leur libraire. Et ça, beaucoup de libraires en ont témoigné, en disant les gens venaient, ils avaient besoin de livres, mais on avait l'impression qu'ils voulaient acheter des livres chez nous et pas ailleurs, pour nous dire on vous aime et on veut surtout pas que vous disparaissiez. Et ça c'est quelque chose de rassurant sur l'état de la lecture en France. Oui, merci. Eh bien, on va aussi rappeler votre dernier ouvrage paru, Tu seras un homme, mon fils, parution Gallimard. C'est une magnifique biographie. Comme tu le disais, Patrice, une biographie romancée. Oui, parce qu'il y a un personnage qui n'existe pas dans la vie, le personnage du professeur qui veut traduire. Hein. Oui, et puis il y a le titre de votre livre, qui est tiré du fameux poème de Kipling, qui montre aussi que nous avons là une réflexion sur ce qu'est la paternité, sur le rapport père-fils. Kipling va perdre son fils en 1915, après l'avoir lui-même poussé au combat. Oui, c'est le cœur de ce poème et c'est le cœur du livre sur la responsabilité d'un père par rapport à son fils, jusqu'où un père est responsable du destin de son fils une fois que son fils a atteint l'âge adulte. C'est une question que tout le monde se pose, tous les parents se posent, ils ont chacun leur réponse, mais là, elle se pose en 1914, donc au moment de l'entrée en guerre, et de manière paroxystique, puisque c'est lui, Kipling, qui va faire en sorte que son fils, qui était réformé, va être quand même accepté par un régiment, et il va disparaître. D'abord, il va être porté disparu, et ensuite, au bout de 2 ans, il va comprendre que son fils est mort au combat, et il s'en remettra jamais, parce que ça pointe évidemment plus que sa responsabilité, sa culpabilité dans la mort de son fils. Question un peu bête, un jury du prix Goncourt ne peut pas l'avoir. Et non. Vous savez, quand on est élu au jury Goncourt et qu'on est romancier, on est délivré d'une angoisse. Voilà. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'aura jamais. Donc c'est bien pratique, c'est bien agréable. Bon, mais c'est sûr que quand on sollicite, parce que notre jury tourne un peu quand même, il y a des départs, il y a des décès, etc. Oui, il y a eu des renouvellements cette année. Quand on sollicite quelqu'un, on lui dit attention, vous renoncez à quelque chose. Eh bien, pour tous ceux qui s'intéressent aussi à l'histoire du prix Goncourt, je recommande évidemment votre formidable Du côté de chez Drouan, qui est chez Gallimard France Culture, et qui raconte alors d'abord ce qui étaient les Goncourt, évidemment, et puis toutes les grandes polémiques. Il y a d'ailleurs peut-être un petit peu moins de polémiques aujourd'hui qu'il n'y en a eu, ou du temps de Céline, ou même du temps de Houellebecq. Vous êtes d'accord avec cette réflexion? C'est drôle parce que l'observation que vous faites, Patrice, Bernard Pivot l'avait faite en disant on ne fait plus scandale parce que le jury est un jury. Alors, dans l'histoire du concours, il y a eu différents jurys, mais depuis une dizaine d'années, c'est un jury qui travaille beaucoup. C'est un jury qui n'est pas sous influence, contrairement à d'autres époques. Parce que ça peut être, oui. Il n'a jamais été aussi indépendant. Mm-hmm. Et il n'est pas parfait, loin de là, mais il y a, si vous voulez, les scandales qu'il y avait autrefois, il n'y en a plus. Bon, ça peut revenir. Hein. Faut pas. Mais vous savez, les scandales, vous savez, maintenant, c'est différent parce que. Bon, à la limite, le scandale, c'est quand on vous reproche de ne pas avoir sélectionné Emmanuel Carrère dans le carré final. Il y a eu des écrivains comme ça, dont certains journalistes sont étonnés qu'ils ne soient pas dans la dernière sélection. Merci infiniment, Pierre Assouline. Donc, on peut rappeler alors, donc, vos livres et puis évidemment l'Anomalie d'Hervé Letellier. Merci beaucoup, Pierre. Merci, à bientôt.